Qu'est-ce qu'il y a encore ce soir à la télé comme connerie, encore? Ah, que les soirs de réveillon, on est gâtés, hein? Ah, merde, alors, tiens. Qu'est-ce que c'est que ce machin-là? Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Mentir, mentir, tu as toujours un mensonge à nous dire. Imitateur de génie, Thierry Leluron a donné ses lettres de noblesse à l'imitation tout au long de sa carrière. Combien pour me refaire la vitrine, ma jolie petite gueule de 20 ans. Mais au-delà de son talent vocal, l'humoriste a été un formidable portraitiste des personnalités qui ont marqué les années 70 et 80. Dans ma carrière, j'ai eu plus de lifting que de rappel, mon chéri. Tiens, regarde par exemple là, quand je serre les fesses, j'ai les paupières qui se ferment, tu vois. Si Thierry Leluron a marqué son époque à ce point, c'est qu'au-delà du mimétisme de la voix et des mimiques physiques, il donnait du sens à ses imitations. Caricaturiste, ce petit homme à la bouille d'adolescent se servait de ses voix pour dénoncer les fausses vérités et dresser des portraits parfois cruels de ses contemporains, qu'ils soient ministres ou chanteurs. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Pour les droits, Loubar c'est ma combine. Je connais pas la banlieue, alors j'invente un peu. C'était pas un comique, Thierry, c'est un imitateur qui devient presque un critique journalistique. Vous savez, ici et maintenant, j'ai planté. Attendez, c'est vous qui avez tout planté? Tout planté. Depuis 4 ans, j'ai tout planté. J'ai bêché énormément pour cela. J'ai bêché par pensée, par action, voire même par omission. Hein, oui. C'était pour moi un des meilleurs observateurs et commentateurs politiques. Et quand il stigmatisait quelqu'un, il fallait du temps pour qu'il s'en remette. Et d'ailleurs, quelques-uns ne s'en sont pas remis. Et voilà, coupez-moi pas la parole, hein? Comme elle cabache. Depuis que j'ai voté François, la télé est à moi. C'était du vitriol. Il pouvait tout se permettre. Miteux a son chef personnel qui lui fait les menus. Le docteur Dubois du Val-de-Grâce, qu'il a mis aux carottes Vichy. Un souvenir, sans doute. Ses propos, souvent acerbes, parfois violents, lui ont attiré les foudres de ses victimes, mais aussi les colères du pouvoir et parfois jusqu'à la censure. Je dédie au président cette chanson, ce poème en forme de requiem pour Pétain. Il menait des types d'attaques qui, avant, ne se faisaient pas, en tout cas pas aussi directement et pas aussi, si j'ose dire, effrontément que lui. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Car les Français le sachent, ma boule. Quand j'aurais aimé que vous le sachiez d'ailleurs, encore est-il fallu que vous le suciez avant de viendre. Et qu'eux le sachiassent. C'était le temps béni de la rengaine. 30 ans après sa disparition, pour comprendre le personnage et la force de son art, il est donc passionnant de remettre en perspective toutes ses imitations par rapport à leurs originaux et ses parodies dans leur contexte politique et social du moment. C'était un observateur de l'actualité culturelle et politique. C'est pour ça qu'il faisait de lui le numéro 1 des numéros 1. Eh ben, tout le monde est d'accord, c'est la rose, crois-moi. Voici une décennie d'histoire de France, de 1975 à 1985, au fil des éclats de voix de Thierry Leluron. Je reconnais ce visage et je crois que vous allez chanter de l'opéra comique. C'est ça, voilà. Oui, répondez-moi, l'air de la calomnie du Barbier, oui. L'air de la basse, oui. Comme ça, quel est ton nom? Thierry Leluron. Thierry Leluron. C'est là-bas, Ce 4 janvier 1970,
un jeune surdoué se présente au premier télécrochet de la télévision, Le Jeu de la chance, et étonne par sa prestation vocale. On a tous vu ce petit bonhomme qui avait l'air vraiment encore d'un bambin et qui, je crois, il avait 17 ou 18 ans, quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait frappé à moi personnellement, c'était son regard, cette intelligence et cette malice dans son regard. Un petit gars tellement rapide, un regard tellement intelligent, tellement vif, avec une telle facilité que j'ai l'impression de voir quelqu'un de 40 ans. Sous cette arme redoutable tombée, terrassée. Gagnant à plusieurs reprises, le jeune Thierry Leluron va profiter de l'anniversaire du présentateur Jean Nohain pour dévoiler son autre talent, l'imitation en reprenant à la perfection la voix nasillarde du Premier ministre de l'époque, Jacques Chaban-Delmas. Mais ce que nous savons de l'ensemble du territoire national nous donne à penser que la réélection du général de Gaulle ne fait pas de doute. Nous vous admirons tellement, cher Jean Nohain, le gouvernement et moi-même, que nous nous sommes même demandé, réellement, au dernier Conseil des ministres, si vous n'étiez pas le chanteur masqué. Au-delà du talent de sa voix, déjà, Thierry Leluron percute par sa perfidie. 70 chandelles. Un culot que moi je n'avais pas, d'ailleurs c'était souvent ce que disait Guy Lux, hey, tu comprends lui, il a le culot, coco. Et c'est vrai que quand on l'a vu débuter à 18 ans ou à peine, moi j'avais 10 de plus pratiquement, donc j'étais resté assez timide. Vive la République, vive la France, vive Jean Nohain. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. Il avait cette vivacité, cette acuité intellectuelle et certaine vision des choses globales. Ça, il avait ça. Il était extrêmement intelligent. Avec ses imitations pertinentes, Thierry Leluron remporte un succès fulgurant, notamment en vedette de Bobino à tout juste 20 ans. Dans ses premières années, il se contente d'imiter, pas encore de brocarder, les vedettes de l'époque comme Adamo. C'est la vie, c'est ma vraie vie, comme ma vie. C'est ma vie, il faut m'y faire, c'est eux qui me l'ont dit. Thierry qui a tout bouleversé, toutes les données, tout ce qui était avant, quoi. Tous les imitateurs qui étaient avant lui ont été démodés, d'un seul coup. Je suis le bon père de famille, sobre époux de l'école, et les gens sont ravis. Il faut savoir quand même qu'Avant Thierry, l'imitation était un numéro qui faisait 5 minutes dans un spectacle. C'était un bouche-trou. C'était ça, la discipline. Et quand il est arrivé, lui, il a starisé tout ça. C'est devenu une star, il a révolutionné ça. Mais la plus grande vedette du moment, c'est Claude François. Un chanteur que Thierry Leluron observe lors d'une tournée au cours de laquelle il fait sa première partie. J'étais très impressionné professionnellement par Claude François. Et j'ai donc eu la chance de pouvoir être avec lui en tournée pendant 3 mois. Et j'étais grâce à lui confronté à des salles immenses, des publics immenses. Et j'ai énormément appris avec Claude François en tournée. Pendant cette tournée, naît une complicité entre l'imitateur et le chanteur. Et au fil de l'amitié, leur complicité va permettre de jolis numéros. Tu n'y vois aucun inconvénient? Non, de quoi s'agit-il? C'est-à-dire de t'imiter. Ah oui, mais de toute façon, tu y arrives si bien que je suis obligé de t'imiter à mon tour pour faire mieux. Bien, ben nous allons essayer. Alors, allez-y, maître le sage. Regarde ta montre, il est déjà 8 heures, embrassons-nous tendrement. Un taxi t'emporte, tu t'en vas mon cœur, parmi ces milliers de gens. C'est une journée idéale pour marcher dans la forêt. On trouverait plus normal d'aller se coucher seul dans les genêts. Non, quand même, là. Le lundi au soleil, c'est une chose qu'on n'aura jamais. Chaque fois c'est pareil,
C'est quand on est derrière les carreaux, quand on travaille que le ciel est beau, qu'il doit faire beau sur les routes de lundi au soleil. Mais peu à peu, Thierry Leluron va aller de plus en plus loin, en rajoutant à ses imitations des textes percutants sur l'actualité, comme par exemple pour Charles Aznavour. Le chanteur connaît alors quelques déboires avec le ministre de l'économie de l'époque, Jean-Pierre Fourcade, qui soupçonne l'artiste d'être parti en Suisse pour fuir le fisc français. Certains peuvent penser que vous êtes peut-être allé en Suisse pour mettre l'argent plus à l'abri. Quel argent? On sait très bien que les artistes français sont ruinés depuis qu'ils ont commencé. On le sait, ils le savent très bien dans l'administration, c'est eux qui tiennent nos comptes. Alors, moi j'ai décidé de mettre mes comptes en blanc, à la presse s'il le faut, d'ouvrir tous les comptes. Camarades, un dimanche en défilant à la parade. Dans cette même période, Charles Aznavour chante une nouvelle chanson intitulée « Camarade ». Thierry Leluron lui reproche d'être tombé dans la facilité en écrivant une succession de rimes en hade. Mon camarade, camarade, les plus grands venaient de donner la collade. Ce n'était que mains serrées et embrassades. L'imitateur saute sur l'occasion et se lance dans un numéro de haute voltige. Il demande au public de lui donner des mots se terminant par « ad » et improvise en direct une parodie sur les ennuis supposés du chanteur avec le fisc. Camarade, tout est de la faute de Jean-Pierre Fourcade. C'est lui qui m'a mis ainsi dans la panade. Oui, le fisc un jour m'a posé une embuscade. Mon camarade, camarade. Ah oui, c'est vrai, en Suisse c'est une régalade. C'est à Genève que j'ai fait mon escapade. En même temps, peut-être, je ravalerai la façade. Après avoir essuyé de mauvaises critiques en 1975 lors de son passage au Don Camillo, Leluron a pris conscience que ses imitations avaient vieilli. Surtout, il a bien vu que ses parodies fonctionnaient mieux quand elles étaient plus féroces. Désormais, fini les imitations gratuites, mais une lecture beaucoup plus mordante, notamment grâce à l'arrivée de Bernard Mabille à l'écriture des textes. Quand j'ai rencontré Thierry, c'était en 1976, je crois, c'était la fin des idoles. Et c'est vrai que des gens comme Aznavour ou des gens qui étaient des grosses vedettes, Beko et tout, n'avaient plus de tubes. Et je me suis dit, il y a un moment, on va manquer de matériel, parce qu'imiter, c'est bien gentil, mais faut-il encore avoir des chansons modernes, récentes, et que les gens connaissent? Il n'y en avait plus. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. On commençait déjà à voir un peu les politiques à la télé. Il y avait Giscard, on sait qu'il s'était exhibé avec sa femme pour les vœux. Depuis 1974, Valéry Giscard d'Estaing est président de la République et veut s'affranchir des années Pompidou. Pour cela, inspiré par la modernité médiatique des Kennedy aux États-Unis, il dépoussière les grandes interventions présidentielles et inaugure la politique spectacle en mettant en scène ses interviews devant une cheminée pour paraître moins solennel. Oui, d'ailleurs, nous avons été de ceux-là, parce qu'il y a quelques années, avant d'être président de la République, nous sommes allés à Douaumont avec nos enfants pendant les vacances de la Pentecôte. Giscard veut donner l'impression d'une libre parole, mais avec la complicité d'un jeune humoriste de l'époque, Pierre Desproges, Leluron rappelle l'allure monarchique et pompeuse du président de la République. Bonsoir, mon président. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes vœux pour 1977. 18, excusez-moi. Ah bon? Ah oui, oui. Tout augmente. Bien, alors, si vous voulez, mon adjudant, nous allons passer à ma première question. Sinon, la deuxième est pas mal. Si la première vous embête, on peut... Non, non, je vous en prie, allez-y. Bien, alors, c'est une question simple. Voilà, pensez-vous que 1978 sera antérieur ou postérieur à 1977? Eh bien, à dire vrai, à vrai dire, même n'ayons pas peur des mots,
Vous auriez pu me poser une autre question. Celle-là n'est pas du tout facile. Excusez-moi, bon alors... On va reprendre, nous ne sommes pas en direct. Bon, alors, on s'en fout. Et ne donnez pas aux spectateurs l'impression que le président connaît les questions à l'avance. Non, non, ça, c'est très bien. C'est faux. C'est complètement faux. Il ne connaît que les réponses. Il connaît que les réponses. Mais Valéry Giscard d'Estaing, adepte de la chasse à courre, à l'allure de grand aristocrate, cherche à donner une image toujours plus proche du peuple. Pour cela, il s'invite à dîner dans une famille de Français moyens à grand renfort de caméras, bien sûr. Une opération médiatique de séduction dont s'empare Thierry Leluron. Thierry Leluron reprochait à la fois à Giscard d'avoir des allures de monarque et en même temps de vouloir aller vers le peuple, alors qu'il faut savoir ce qu'on veut quand même. Dites-moi, ne vous gênez pas, mettez-vous à votre aise, hein. Ici c'est la bonne franquette. Hein. Oui, mais écoutez, comme si j'avais l'habitude de faire des manières. Patate. Appelez-moi Max. Mesdames, messieurs, vous êtes sur l'antenne, je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'il y a? On est à l'antenne. Oui, oui. Excusez-moi. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Alors, monsieur. Comme vous le voyez ce soir, c'est avec beaucoup de plaisir que je réveillonne chez un couple de Français moyens. Oh, ça, très, très moyen. C'est aussi avec une grande joie que je vous dirai que je suis heureux de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne année. Ça a agacé Giscard, incontestablement, ça le touchait. Puis Giscard, qui est très intelligent, sentait bien que ce qu'exprimait Thierry Leluron venait de gens qui avaient sans doute voté pour lui en 1974. Et donc, il y voyait un signe d'un certain désamour. Monsieur le Président, la grande question, dans un an, dans moins d'un an, dans quelques mois, les Français auront un choix à faire. Mais écoutez, j'aimerais dire justement, avec le plus grand sérieux d'ailleurs, que ce soit un bon choix madame, bon choix mademoiselle et bon choix monsieur. Bon choix, monsieur le Président, merci. À la fin des années 70, cela fait presque une décennie que Thierry Leluron rôde son art de l'imitation avec un grand succès. Mais il devient alors de plus en plus critique, car il souhaite aller au-delà de l'imitation. Je me suis aperçu en regardant tous les extraits qu'on a vus, quand même, fort heureusement, j'imite beaucoup mieux Giscard maintenant que je ne l'imitais il y a 8 ans. Ce que j'ai envie, c'est d'être un entertainer, comme disent les Anglais, c'est-à-dire quelqu'un qui chante, qui danse, qui joue la comédie, qui fait des imitations, qui fait de la télévision, de la radio. Et je ne veux pas me cantonner dans un camp. Oui, c'était une volonté un peu je pense, effectivement, de créer une autre forme de chansonnier. C'était un nouveau genre. Moi, je pense qu'il a inventé un nouveau métier. Lui, il fallait qu'il fasse une caricature, qu'il amène un côté, il avait un humour caustique, et puis il était féroce aussi. Il ne faut jamais oublier que ces imitations, ils ont fait plus d'une victime. Oui, c'est ça la revue, un bouquet de bonheur, des danseuses et des nus, qui posent tout rôle sous les projecteurs, allez bien voir. Et notamment à l'époque, sa victime préférée, Céline Renaud, qui forme un couple phare avec son producteur et mari Loulou Gasté depuis de nombreuses années. Pour faire évoluer sa carrière, elle est partie à Las Vegas pour mener la revue. Thierry Leluron profite de cette nouvelle carrière pour la tourner en dérision. À Thierry imitait Lynn Renaud, plus personne ne savait qui était Lynn Renaud. C'était dégueulasse Vegas, oui. Mais non, mais elle était plus rien, quoi. C'est pas méchant que de le dire. Elle menait plus de revue à Paris. Elle était un peu considérée comme une has-been, à tort, sûrement, mais comme une has-been. Allez bien voir, c'est ça la revue, c'est toujours du bonheur. Et Loulou qui est pas là.
Je suis allé voir un chirurgien esthétique avant mon départ pour l'Amérique. Quand il m'a vu dans cet état, il m'a dit « Lynn, le devis sera très élevé. » Même Lynn Renaud avait dû lui dire « tu charries un petit peu » parce qu'il imitait Lynn Renaud qui descendait en toussant un escalier comme si elle était au bout du rouleau. Et elle disait on a fêté l'anniversaire de Loulou, parce qu'on ne peut pas parler de Lynn Renaud sans parler de Loulou Gasté, son Pygmalion, Loulou Gasté, l'anniversaire de Loulou. Et il lui faisait dire « Ah, l'anniversaire de Loulou ». Figurez-vous que ce soir, c'est l'anniversaire de Loulou. Je ne vous dirai pas son âge, les bougies coûtent plus cher que le gâteau. Lui, il m'appelait souvent. Chaque fois qu'il y avait un sketch nouveau sur ligne, il était vraiment peiné, même pas furieux. Il m'a dit, Orlando, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, Loulou? Tu as vu ce qu'il a fait sur Darida? Il est comme ça. Plus on réagit, plus il fera pire. Voilà. Peut-être ça pouvait blesser, Alors, bon, je comprends qu'il l'ait fait avec... et en se disant, au fond, c'est comme ça, et sinon, ce ne sera pas assez drôle. Combien pour ce chien dans la vitrine? D'autant qu'à l'époque, Thierry Leluron imagine qu'elle cherche à se donner une image plus jeune pour rester dans le coup. L'imitateur tape ou ça fait mal. Eh bien, c'est d'accord, je le prends. Combien pour me refaire la vitrine, ma jolie petite gueule de 20 ans? Combien pour me refaire la vitrine, l'aventure et le ravalement? Faudrait me redresser la carrosserie, car comme dit mon loulou de Marie, pour une Renault si usagée, on ne trouve plus les pièces détachées. Qu'est-ce qu'elle n'a pas eu? Alors, écoutez, avec l'âge, elle était encore jeune, mais il faisait croire à tout le public qu'elle était déjà âgée quand elle était encore très jeune. C'est toujours cette vision de la chanteuse qui lui fera transformer sa chanson Bye Bye en J'baille, j'baille, et Lynn Renaud recyclée en Dame Pipi sur ses vieux joues. Je suis star à nouveau, ça grâce au lavabo. Ce spectacle est terminé, je commence à fatiguer. J'baille, j'baille, vous n'avez pas de pitié, dites au revoir à mémé. Plus on est de fous, plus on rit. Si vous en avez envie, venez à Marigny. En attendant, merci, merci, et puis bye, 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 bye. À l'époque, vous savez, il n'y avait pas l'association de défense des vieux, l'association de défense des femmes, l'association de défense des stars qui ne le sont plus. Maintenant, on peut plus rien dire. L'humour, s'il est tendre, il n'y a pas d'humour. Mais on a tous des défauts. Et puis même si on n'a pas de défaut, c'est rigolo de grossir un trait et d'en faire un défaut. C'est ça qui est drôle. Lynn Renaud, elle riait beaucoup. Il va falloir quand même que je fasse mes adieux. Non, c'est pas des adieux, je peux pas les faire, France, mes adieux. De quoi vivrait ce petit? Comment ferait-il ses fins de mois sans sa tête de turc préférée? Je peux pas, il faut que je continue, tant pis, qu'est-ce que tu veux? Je peux m'arrêter si je veux, mais pour lui, je ne vais pas le faire. Je l'aime trop. Lynn était très amie, et Dalida était très amie. Et Chapuis, n'en parlons pas, elle passait ses soirées avec lui. La seule, peut-être, que ça l'avait dérangé à l'époque, c'était Denise Fabre. Thierry Leluron ne laisse rien passer, et les nouvelles stars de l'époque sont aussi les speakerines. Avec Denise Fabre, l'imitateur franchit un degré supplémentaire en s'attaquant aux prémices de la pipolisation à la télévision. Vous allez voir dans un instant, a été enregistré en public à l'Olympia. Denise Fabre, elle était connue par la télévision. Forcément, les gens qui passaient à la télévision à cette époque-là, comme il devait y avoir à tout casser 3 chaînes, étaient forcément d'énormes vedettes du petit écran et donc des grosses vedettes du quotidien. Il avait un beau visage, un beau sourire, elle souriait tout le temps. Denise Fabre, qui annonce les programmes à la télévision depuis 1963, est devenue le lien amical avec les téléspectateurs, d'autant qu'elle s'est rendue célèbre par quelques fous rires mémorables. De l'Assomption en direct de Gruyère, en Suisse. Je suis jamais arrivée.
Non, je crois vraiment, cher Denise, qu'on n'est pas très très gentil avec vous ce soir. Tout d'abord, mes meilleurs vœux et puis aussi les programmes de la soirée. Eh bien, nos programmes débuteront bien sûr dans quelques instants, tout de suite après, tout à l'heure. Auparavant, le feuilleton japonais, bien sûr. Avec des variétés très variées, moi qui suis... Et pas varié du tout, on le sait. Oui, bah merci, je vous en prie. Je sens qu'il y a une blague qui se prépare. Oui, t'occupe, travaille. Eh bien, si vous voulez bien, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet en accueillant un premier chanteur qui nous chante une chanson qui n'est autre que Serge Lama. Elle est bonne, la blague. Et en plus, c'était, à l'époque, le début de ces célébrités qui n'existent que par le people. Une nouveauté de la télévision bénie pour Thierry Leluron, surtout après le 18 avril 1980. Ce jour-là, la première chaîne ouvre son journal télévisé en direct sur la naissance des deux jumelles de la speakerine star. Problème, elle a un trou de mémoire un peu gênant. J'ai rien fait venir parce que j'attendais d'abord qu'ils naissent. Je parle des bébés puisque ce sont deux filles que j'ai eues qui s'appellent Olivia, d'une part, et d'autre part, attendez, vous coupez 2 secondes, je ne sais plus où j'en suis. Je ne me souviens plus des prénoms de mes filles. Élodie, c'est Élodie. Ça, c'est le choix de Francis qui fait que je ne me souviens jamais d'Élodie. Et alors, Olivia et Élodie. Et elles sont très très mignonnes et je les trouve les plus belles filles du monde. Qu'est-ce que je Je préfère une grosse bise à Élodie. Oui. Et je ne me souviens plus du prénom de la seconde. Non, non, attendez, je vais vous aider. Des choses qui arrivent. Ah, Élodie et Olivia. Olivia, voilà. Ce sont mes deux jumelles parce qu'elles sont deux. Ben oui, eh oui. Eh bien écoutez, nous la souhaitons... Impossible désormais d'arrêter Thierry Leluron quand un tel événement se présente à lui. Et après le journal télévisé en direct, c'est la couverture de Paris Match qui va l'inspirer, et sans limite. C'est vrai que quand elle a eu ses jumelles, on a immédiatement pensé à E.T., c'était la sortie du film E.T. Allô Denise, vous m'entendez? Oui, Philippe, je vous entends très bien. Je vous reçois à 5 sur 5 et je vous remercie de prendre de mes nouvelles. Ça nous fait très plaisir à toutes les trois. Est-ce que c'était une surprise pour vous, Denise? Ben oui, alors là, pour être franche avec vous, vraiment, je ne m'y attendais pas. Je me suis aperçue que j'étais enceinte que lorsqu'on m'a livré la première. Et je l'ai partir quand on m'a rappelé pour la seconde. Alors, c'est vous dire. Ça va, Denise? Oui, hein? Les examens sont bons? Oui, alors ça, je suis très contente parce que les examens sont très bons. C'est même la première fois que ça m'arrive. Je n'ai même pas eu mon certificat d'études. Enfin, ils ont fait des examens. Vraiment, j'ai rien dans le sang, rien dans la tête. C'est vrai que j'ai rien dans la tête. Il n'y a que mes examens d'urine que j'ai pas bien réussi. Je les avais pas assez préparés. Alors, quel a été le premier problème qui s'est posé à vous avec l'arrivée de ces jumelles? Oh, ben, ça a été de compter jusqu'à 2, hein, ça déjà. Denise, je vais m'en aller, me faire la paire, en quelque sorte, mais puis-je rassurer nos téléspectateurs, êtes-vous en forme? Écoutez ça, Philippe, je veux dire, je suis très, très en forme. D'ailleurs, le docteur m'a conseillé un remède de bonne femme. Il m'a dit, prenez un cognac et un grand bain. Alors, ça marche? Vous êtes contente? Vous êtes satisfaite? Ça, je peux bien vous le dire à vous, le cognac, ça va. Mais alors, le grand bain, j'ai parfois du mal à le boire en entier. Là, je crois qu'il y a eu un procès. Elle n'avait pas beaucoup aimé ça. Mais vous savez, en principe, ce genre de procès-là, je vous dis tout ça, commence toujours avec des engueulades, mais ça ne va jamais à la fin, parce que les gens reviennent sur ça. Même s'ils sont énervés au départ, après, ils comprennent, bon, c'est le métier, c'est les jeux. Pour imiter des gens, on a besoin de l'autorisation de l'éditeur. Bon, en fait, si l'artiste est d'accord, l'éditeur donne l'autorisation. Et si l'artiste y voit une gêne, son éditeur refuse. Moyennant quoi, jusqu'ici, même si les éditeurs ont refusé, pour le bonheur des auditeurs, je passe outre. Il attaquait la perruque, les cheveux de Bedos, donc Bedos était furieux. Et ça, c'était un peu trop, c'était trop personnel. Bon. Qui se moquent des gens de la politique, à la limite, bon, c'était presque leur rendre service parce que ça devenait des personnages rigolos au lieu d'être des énarques coincés. Mais aller chercher dans la souffrance des artistes, ou balancer des choses, c'était quand même c'était dur, quoi. Je pense qu'il a pu, oui, par rapport aux artistes, regretter parfois
voilà, de les avoir blessés, d'avoir été un peu trop loin. D'ailleurs, plusieurs fois, il a fait machine arrière, notamment avec des artistes. Je vous parlais de Dalida, d'Alissa Pritch, et que c'est plus intéressant d'aller s'attaquer aux puissants parce que voilà, il y a du répondant, c'est plus justifié, le propos, il a un vrai fond. Cette volonté d'aller vers une imitation de plus en plus féroce lui est également venue d'un film, Lenny, le biopic d'un comique américain appelé Lenny Bruce, remarqué par ses talents d'improvisation, mais aussi par son mordant et qui va particulièrement influencer Thierry Leluron. C'était un humoriste très politisé et qui a eu plein d'ennuis à cause de ça. Et en sortant de la salle, Thierry m'a dit « Ça y est, j'ai compris, je vais faire comme celui-là. Je vais plus faire les petites imitations ridicules. Maintenant, je vais frapper. » Tout est parti d'un document publié par le Canard enchaîné. Une photocopie de 4 lignes, signée Bokassa, ordonnant à son comptoir national du diamant de sortir une plaquette de 30 carats destinée à M. Giscard d'Estaing, ministre des Finances de la République française. Oui. Le 10 octobre 1979, un an et demi avant la présidentielle, l'affaire des diamants éclate à la figure du président Giscard d'Estaing. Il est soupçonné d'avoir reçu des diamants en cadeau de l'empereur centrafricain Bokassa. C'est le premier gros coup de poing politique que l'humoriste donne sur la scène de Marigny, un théâtre situé tout près de l'Élysée. C'est vraiment gentil à vous d'être avec nous ce soir, malgré toutes vos occupations. Eh bien, je suis heureux d'être ici parce que c'est pas loin de chez moi. Ah bon? Ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de réflexion. Bonsoir, Monsieur le Président. Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir mes cheveux. Il arrive sur la scène de Marigny et il dit « Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs ». C'est hallucinant. Bonjour mesdames. Ça avait fait mal. Il avait fait très mal à Valéry Giscard d'Estaing. Je pense qu'il avait été excessif, peut-être injuste. Mais mesdames, ça avait été terrible quand on le regardait sur scène. L'ancien président. Mon cher Michel, je tenais d'abord à vous rapporter cette petite babiole. Un petit cadeau pour vous et pour votre famille, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Voilà. Oh, je les ai eu au prix de gros en Centrafrique il y a quelques années. Merci beaucoup, très bien. Si vous voulez, vous les remettrez à la Croix-Rouge centrafricaine quand vous aurez le temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Les diamants en question, c'était des diamants bruts de Centrafrique, c'est-à-dire que leur valeur matérielle était extrêmement limitée en réalité, et ils étaient assez laids, et ça faisait partie des cadeaux que recevaient les hommes d'État. Alors, dire que Giscard était intéressé par ces diamants financièrement, ça c'est ridicule. Mais c'est vrai que symboliquement, ça faisait mauvais genre, et que mauvais genre, c'était totalement contradictoire avec son élégance altière habituelle. Bonjour, Salut, camarade Drucker. Bonjour, Monsieur Marché. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est que ce chien qui est là? Ben, je sais pas, c'est un chien des rues où il est. Mais, Jacques Brialy, regardez ce chien de plus près. Parce oui, je l'ai trouvé devant le faubourg Saint-Honoré, devant l'Élysée, avec le collier. Regardez ça, ça doit être le chien à Giscard, c'est pas possible. Il a des envies de reviens-y, quoi, ça doit être ça. Il a bien pris votre imitation de le chien avec le collier de diamants? Oui, vous savez que j'ai un labrador. Donc, oui. Qui ressemble au sien, comme lui, d'ailleurs, comme le président Mitterrand a également un labrador. C'est un animal très très docile. Et moi, il est sur scène tous les soirs. Et donc, il incarne le chien de Jugurtha, le chien de Giscard d'Estaing, avec un collier de diamants. Et le président, après, m'a remercié pour le spectacle et m'a dit j'aimerais quand même savoir le nom de la nouvelle marque de ce collier anti-puce que vous avez mis à votre chien. Il était blessé, touché, parce qu'il n'était pas cette caricature, ou il ne pensait pas être cette caricature. D'ailleurs, chacun qui est imité par un Thierry Luron, un Coluche ou un Canteloup, aujourd'hui encore, considère qu'on est sévère avec lui, qu'il ne ressemble pas à sa caricature. Moi aussi. Et je ne vous cache pas que c'est désobligeant pour moi de répondre à des questions de cette nature, mais je peux vous dire que déjà, au cours des dernières années, de nombreux cadeaux ont été envoyés à des œuvres de bienfaisance qui le savent, et qui d'ailleurs m'en envoient par écrit le témoignage, ou à des musées où ils sont à l'heure actuelle présentés. Et enfin, à la question que vous m'avez posée sur la valeur de ce que j'aurais reçu comme ministre des Finances, j'oppose un démenti catégorique. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Faut de l'éloquence. Comme tout homme politique, Valéry Giscard d'Estaing tente de se justifier face aux journalistes. Mais Thierry Leluron va soupçonner le président de mentir et dénoncer l'attitude de Giscard en empruntant la voix de la grande vedette de cette époque, Julien Clerc.
tu as toujours un mensonge à nous dire. Tout est bon chez toi pour te faire élire et peut-être réélire. Mentir, mentir, envahir tout le temps la télévision comme une vulgaire vedette de la chanson. Pour mentir sans te trahir, vivre une lune de miel avec les frères du Hamel. Journaux, radio, télé aux ordres à tes pieds. Les sondages truqués par-dessus le marché. Ben, vous savez, on sentait déjà le ras-le-bol du public, des électeurs. Et quand Thierry chantait Mentir contre Giscard, la salle était déjà enthousiaste. Sans rougir. En sortant, les gens lui disaient « ça nous a fait du bien ». Ça nous a fait du bien. Voilà. Une phrase qu'on entend encore aujourd'hui quand on sort de scène. Pendant que tu dormais. Dans l'opposition, c'est François Mitterrand qui devient une menace de plus en plus sérieuse pour le président en place, Valéry Giscard d'Estaing. Ce que Thierry Leluron va mettre en musique sur une chanson de Georges Moustaki. Pauvre Giscard, Valérie, méfie-toi du coup du père François. Passe le temps, t'en as peut-être plus pour très longtemps. Antenne 2 et Europe 1, il est maintenant 20h. Valéry Giscard d'Estaing, 28,9. François Mitterrand, 25,1. Georges Marchais, c'est la surprise et la nouvelle historique, 16. L'affaire des diamants intervient en pleine campagne présidentielle de 1981 et affaiblit Giscard face aux deux autres personnages politiques emblématiques de l'opposition, François Mitterrand et Georges Marchais, le secrétaire général du Parti communiste. Le Parti communiste, à l'époque, c'était encore une vraie puissance. Quant à Georges Marchais lui-même, c'était une forte personnalité. C'est sur votre exemple, monsieur Marchais. Georges Marchais était un homme politique charismatique, au verbe haut, qui va marquer la télévision de ses esclandres et de ses interventions détonnantes. Je n'accepte pas. Vous voulez pas répondre sur l'Iran? Je veux répondre sur l'Iran tout à l'heure. Voilà une feuille de papier, inscrivez votre question. Alors, on met... Eh bien, mais je veux aller au bout de mon raisonnement. Carte sur table, c'était effectivement un studio volontairement exigu pour qu'on soit très proches physiquement les uns des autres. Quelqu'un avait dit à l'époque que dans Carte sur table, les deux journalistes, Alain Duhamel et moi, et l'invité politique, étaient à portée de gifle. Ce que vous venez de dire reflète un peu ce que vous avez entendu sur la lutte contre l'impérialisme, la progression. Non? Oh non. Parce ça fait 20 fois que je discute avec vous. Mais vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. Et un cerveau qui est capable de raisonner, de réfléchir et de formuler des propositions et des appréciations. Marchais, c'était une bonne bête pour les imitateurs. Hein. Ils s'imitaient déjà, alors... Georges Marchais affichait une défiance pour Jean-Pierre Elkabbach et Alain Duhamel. Et il rajoutait une dose de provocation quand il se trouvait face aux deux journalistes. Ça fait déjà 40 minutes que nous avons passé sur les problèmes politiques. 43. Je veux maintenant parler de l'économie. Alors, je vous pose une question économique. Non. Vous êtes d'accord? Non. Ah bah alors... Attends, posez-vous la question à laquelle vous voudriez répondre. Non, vous avez déjà posé 10 questions. Et oui, il n'y en a pas assez. On est là pour ça. Allez-y. Alors, quelle est la question que nous Vous ne m'empêcherez pas, moi, de... Vous m'aurez pas, vous savez. Il a bien compris que la télévision, ça comptait plus que les meetings pour frapper les gens, voilà. Et en même temps, il est devenu un peu un clown aussi. Oui, mais ça, c'est un peu court, monsieur Marchais. Ah, c'est court. Ah non, c'est pas court. C'est un peu court, si. Non, c'est pas court. Une minute. Je voudrais dire, parce que vous avez pas mal d'amis ici, que nous ne sommes pas au musical. Alors, s'il vous plaît, les applaudissements, c'est pour d'autres émissions. Merci. Et voilà, coupez-moi pas la parole, hein? Comme El Kabbach à la télé. D'ailleurs, avec tout ça, qu'est-ce qu'ils ont écrit dans l'Express? Je vais rentrer dans l'histoire avec un grand I. Oui. Nous vivons
Nous vivons dans cette opération, mes chers députés et députées. C'est encore pareil au masculin, au pluriel. Nous vivons une crise très grave. En tout cas, terrible. C'est de la faute à la bande des trois. Giscard d'Estaing et son immonde complice, Pierre Cardin. Raymond Barre. Il se prêtait à la caricature parce que il s'enferrait dans des mensonges incroyables qui étaient absolument pas soutenables. D'où le sketch au gymnase du véritomètre où il avait cette ventouse sur la tête et cette machine qui bipait à chaque fois qu'il prononçait une contre-vérité, un mensonge. Et donc voilà, c'était très drôle. Si par hasard vous cherchiez à nous mentir, monsieur Oh non, Marchais. ça, on sait très bien que c'est pas le genre de la maison. Voilà. C'est jamais. Si vous vouliez m'induire en erreur... Mais je vous enduirai de rien du tout, il n'y a pas de... Laisse tomber, ça va rebondir. Voici ce que ferait mon appareil, monsieur Marchais. C'est désagréable, ce machin. Marquez, vous pouvez y aller, c'est pas moi qui vais vous casser les pieds ou les oreilles avec ce machin-là. Car les Français le sachent, ma boule. Quand j'aurais aimé que vous le sachiez, d'ailleurs. Encore est-il fallu que vous le suciez avant de viendre. Et qu'eux le sachiassent. Faconde, drôlerie, humour, la voix, le verbe, la mauvaise foi, tout ça interviewé par le maître Bernard Mabie qui travaillait beaucoup sur les textes avec lui, c'est de la vraie politique. Est-il vrai que le Parti communiste français est aux ordres de Moscou? Je prends le joker, là. Monsieur Marchais, c'est l'heure de vérité, on n'a pas de joker, nous, hein. L'heure de vérité. Moi, j'ai compris son système. Lui, il arrive avec les questions, et moi, je dois viendre avec les réponses, ouais. Je suis pas un imbécile. Georges Marchais avait un langage très particulier, pas toujours très français, mais toujours en revanche très compréhensible, très populaire. Les gens attendaient ça comme un divertissement. Et en particulier, ce qui d'ailleurs ne faisait pas plaisir à Marchais, mais les enfants des écoles jouaient à Georges Marchais dans la cour de récréation. Et c'est vrai qu'il y a des propos qui sont restés dans l'histoire, à la fois politique et l'histoire de la télévision. Quand il disait j'étais en Corse avec ma femme. J'étais en Corse avec ma femme devant la télévision et quand j'ai entendu François Mitterrand, c'était à 13h, quand j'ai entendu François Mitterrand refuser de s'engager sur l'existence d'une défense nationale indépendante, j'ai dit à ma femme, François Mitterrand a décidé d'abandonner le programme commun de la gauche, fait les valises, on rentre à Paris. Et nous sommes rentrés à Paris. Je ne dis que la vérité, rien que la vérité. Toute la... Ah non, ça, fallait me prévenir que c'était branché, je ne marche pas. Liliane, fais les valises, on s'en va. Liliane, c'est la dernière fois que vous me prenez en traite, vous, ma boule, hein. Ça, je m'en vais, hein, vous me connaissez, moi. Allez-y. C'est branché. Posez vos questions. Vous travaillez avec François Mitterrand depuis 12 ans. Est-ce que vous le considérez, M. Mitterrand, comme un allié totalement loyal? Moi, je pense que... Je réfléchis, je ne m'attendais pas à cette question. C'est une bonne question. Dites donc, c'est sensible, votre appareil, là. Ben, mes camarades et moi, si vous voulez, nous appartiendons à la majorité... Laissez-moi finir. La majorité des mécontents. Thierry Luron n'était pas du tout bête, hein, et donc il avait une certaine finesse politique. Il avait compris, probablement de façon plus fine que les autres, qu'en réalité François Mitterrand manipulait Georges Marchais. Mais ça correspondait à la réalité, et ça annonçait la suite. Les automobilistes ont entendu la radio et beaucoup se dirigent vers la Bastille où le Parti socialiste a donné rendez-vous aux supporters de François Mitterrand pour une grande fête.
À la Bastille, Le soir du 10 mai 1981, le candidat du Parti socialiste François Mitterrand est élu président de la République. Thierry Leluron, lui, passe une mauvaise soirée. à 21h30. J'étais chez Thierry et il avait fait un buffet pour quelques amis. Et quand on a vu la tête de Mitterrand qui apparaissait à la télé, il a foutu tout le monde à la porte, moi compris. Il a dit « ma carrière est finie ». Sa carrière, elle commençait là. Il est dans la nature d'une grande nation de concevoir de grands desseins. Dans le monde d'aujourd'hui, Lui qui craignait de devoir refaire tout son catalogue de voix suite au changement de majorité, va finalement trouver une nouvelle matière pour ses sketchs satiriques. quelle plus belle ambition que de l'offrir au monde de demain. Vous avez devant vous un homme responsable, votre président de la République, qui vient vous la souhaiter bonne, longue et heureuse. Je suis radieux. La conjoncture est catastrophique, c'est vrai, mais ça pourrait être pire. Son imitation de Mitterrand est quelque chose qui nous a tous marqués. C'est-à-dire que maintenant, si je fais Mitterrand, je pense tout de suite à Thierry. Pourquoi ? Mais parce qu'il avait cette façon de faire qui était formidable. Voilà. Il avait la mimique, il avait le gimmick aussi. Ouais. Et lorsque je m'en vais en province, je vais visiter la France, dans les moindres recoins de ces petites ruelles. Je n'aime pas me vanter, vous le disiez, mais parfois il y a des dizaines de Français qui spontanément, comme ça, viennent à ma rencontre. Non. Parfois 2, 3 dizaines. Des gens qui crient leur nom de famille, haut et fort, sur mon passage, pour que je m'en rappelle au prochain voyage. Salauds, ordures, vendus, canailles, escrocs, pourris, tous ces patronymes qui fleurent bon la France. Ah, oui, vive la France, vraiment, c'est le contact. On l'a pas, ça ne s'invente pas. Alors, ce qui est pourtant curieux, c'est que les gens disent de vous que vous êtes un homme secret, un homme que personne ne connaît réellement. C'est vrai. Moi-même, je ne connais pas très bien. Tiens, vous me demanderiez ce que je vais faire pour la France demain. Demain dimanche. Demain dimanche. Qu'est-ce que je vais faire pour la... C'est remarquable, c'est fantastique. C'est l'aventure, mais c'est le... Chaque jour, c'est nouveau, c'est l'expérience socialiste. Vous voyez, c'est comme aux Galeries Lafayette, à chaque instant, il se passe quelque chose. Ça lui décuplait ses forces, en fait. Là, il avait vraiment un ennemi en face de lui, quelque part. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il a bondi sur l'occasion, justement, pour être encore plus contre-pouvoir qu'il ne l'était jusqu'alors. Étant donné que la droite avait été longtemps au pouvoir, donc il ne pouvait que se moquer d'eux. Et quand il est arrivé enfin Mitterrand, alors il a respiré, il a commencé à attaquer à gauche, voilà. Thierry Leluron mêle, plus encore, chansons et critique politique. Et il va trouver en Dalida la personnalité idéale pour accroître sa férocité contre le nouveau chef de l'État. Dalida qui a soutenu la candidature de François Mitterrand pour l'élection. La vie en il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Les Français connaissent l'homme politique, ils auront la grande chance de connaître l'homme. Car les qualités d'un homme se reflètent toujours dans ses actions. Je suis convaincu que François Mitterrand sera un grand président, aimé de tous les Français. Beaucoup de gens savent que François Mitterrand a eu une liaison avec Dalida. C'est d'ailleurs pas un monopole de Dalida ni un monopole de François Mitterrand, mais enfin ça a existé. Et que, en particulier, après son élection à la présidence, Dalida montait elle aussi vers le Panthéon. La jurée pour la vie,
Dalida, depuis le 10 mai, voit la vie en rose, comme vous le savez, et elle est venue ce soir aussi. Dalida. Depuis que j'ai voté François, la télé est à moi, sans même que j'arrose. Depuis que je suis la Pompadour, on m'y voit tous les jours pour y vanter ma prose. Philippe, je fais ma semaine de 35 heures, je suis une OS du cœur. Adieu la ménopause. Je suis toujours là du lundi au samedi, comme je l'étais déjà sous Valérie, comme Filiou, comme François ferait n'importe quoi pour m'en dire la. Par l'artiste, en fait, en imitant l'artiste, on peut avoir accès au politique, ou en imitant le politique, on peut avoir accès à l'artiste, d'un point de vue d'un imitateur. Donc, par conséquent, voilà, le terrain de jeu est fait, et puis là, on peut décocher les flèches. Ça a été sa fête pendant 2-3 ans. Voilà. Alors là, tout inventé, les rencontres, les séparations, tout, Dalida à l'Élysée, Mitterrand chez Dalida. Et on peut, bon, ça a été du pain béni pour lui. Bonjour Dalida. Bonjour. Mais qu'est-ce que tu fais? Je danse. Tu danses? En plus, dans les années 80, Dalida affiche déjà plus de 25 ans de carrière et cherche, comme tous les artistes, à rester dans le coup. Thierry Leluron appuie une nouvelle fois là où ça fait mal, en se servant également de ses origines égyptiennes. Mais ma grand-mère à moi, dans son grenier, possède un tas de bons vieux disques sympathiques et un phono mécanique. Mais qui c'est Fatma? Mais c'est Dalida. Mais qu'est-ce que tu fais là, Dalida? Mais je danse. Mais tu danses quoi? Le fox, le twist? Mais non, je danse le Ramsès. Alors danse. Si vous allez au Caire, dites bonjour à ma grand-mère. Elle est exposée au musée, au rayon des antiquités. Car ma grand-mère à moi, elle était plus belle que moi. Comme la nature l'avait gâtée, mon amie c'était la préférée. Sous la grande pyramide, elle n'a pas pris une nuit. Le Ramsès soir, ça l'a bien conservé. Et en exagérant son problème aux yeux, Thierry Leluron va déclencher la colère de Dalida. Mais Dalida n'avait pas de strabisme. Dalida avait une coquetterie dans l'œil, c'était sa marque. Elle est très très coquette, alors elle était très coquette. Quand Dalida pleurait, elle avait les larmes qui lui coulaient dans le dos. Thierry, par contre, quand il voulait l'imiter, il faisait carrément les yeux comme ça. Et elle, ça l'avait dit, mon Dieu, il va faire croire à la France entière que je louche. Voilà. Elle, qui depuis enfant, c'était tout de suite... Et ça avait été, quand elle était enfant, un problème pour elle. Ça, franchement, c'est la seule chose que Dalida, ça l'a blessé. Voilà. Il lui a fait beaucoup de mal. Et il le savait, et il en souffrait. Mais c'était le métier. Comme il me disait, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas, et je souffre, je sais qu'elle souffre, et il ne pouvait pas faire autrement. C'était son métier. Quand elle voulait se faire draguer, il lui suffisait de danser. Le Ramsès soir, c'était pas compliqué. Hey! Bah, de temps en temps, c'est vrai que la caricature, puisque c'est une caricature, donc le trait grossi, elle est un peu vache. Hein. C'était le cas pour Sapritch, qui était une énorme vedette à l'époque. Le talent de Brigitte. À l'époque, Alice Sapritch est surtout un personnage de la nuit, fantasque et haut en couleur, car sa carrière affiche principalement des rôles de série B et une participation remarquée au film La Folie des Grandeurs. La Folie des Grandeurs, c'est-à-dire qu'Alice Sapritch, c'était une comédienne avec panache, avec son fume cigarette, outrancière, drôle, très bonne comédienne, elle captait, quoi.
Elle avait de la présence. Ma propre musique à moi. Elle surprenait à chaque fois et elle avait un look, quoi. C'était une espèce de Brigitte Bardot moche, on va dire, parce que c'était pas Brigitte Bardot, ça n'était pas vraiment ça. Mais c'était plus une personnalité qu'on engageait que l'actrice, quoi. C'était pas la plus grande comédienne du monde, hein, mais un jour elle jouait une pièce et Thierry m'avait dit après la pièce on va aller la complimentir. Je n'oublierai jamais. L'actrice va surtout se distinguer par ses interviews singulières menées par Philippe Bouvard qui insiste sur sa réputation de reine de la nuit sulfureuse. À l'époque, elle est aussi réputée pour entretenir des relations ambiguës avec de jeunes étudiants. Bouvard s'en amuse déjà, Thierry Leluron va s'en délecter. Ils vous ont invité au prochain bal de l'école? J'étais invitée ce soir, je ne pouvais pas parce que je suis chez vous. Mais ça s'arrête là. Il ne faut pas exagérer les choses. Moi, je fais partie de la race des adultes, hélas, mais j'adore la jeunesse. Mais c'est pas un supplice de Tantale de se trouver dans un amphithéâtre où il y a 200 jeunes qui ont l'âge idéal? Dans une salle comme ça, comme ici, un peu plus grand qu'ici, et il y avait 250 jeunes garçons qui étaient presque sur mes genoux. C'était fantastique, enfin magnifique. Position enviable. Non, vous avez les photos de ça. Ils étaient là, ils m'ont posé des questions. C'était une après-midi magnifique. Mais vous aimez les jeunes comme on aime le veau. C'est-à-dire? C'est-à-dire en consommatrice. Mais non, Philippe, moi je ne fais rien. Je fais déjà mon métier, oui. C'est tout. Ma chère Alice, Oui, mon Michel Hounet. Lorsque vous êtes venue dans Champs-Élysées il n'y a pas très longtemps, vous m'avez dit que vous étiez très branché avec les jeunes, que tout allait bien, et que certains jeunes vous trouvaient non seulement beaucoup de charme, mais un certain sex-appeal. Oui, j'ai du succès avec les antiquaires, les brocanteurs, mais aussi avec les jeunes, oui. J'ai du sex-appeal, un sex-appeal, oui. Enfin, ne citons pas de marque à la télévision, mon Drucker. Alice, la critique n'a pas été tendre pour Super Dupont, mais apparemment, vous paraissez détendu. Oui, je suis détendu, mon chéri, oui. Enfin, moralement, parce que physiquement, je suis plutôt retendu, disons, hein. Dans ma carrière, j'ai eu plus de lifting que de rappel, mon chéri. Tiens, regarde par exemple là, quand je serre les fesses, j'ai les paupières qui se ferment, tu vois. C'est extraordinaire, non, mon chéri. Avec ce qu'ils m'ont tiré, je me suis fait un sac à main, d'ailleurs. Alice Sapritch va également marquer les esprits avec sa publicité pour un nettoyant pour four que Thierry Leluron va une fois encore détourner à son profit. C'est bidonnant. C'est extraordinaire. Oh, une facilité extraordinaire. Gexfour. C'était... j'avais trouvé une phrase sur Gexfour qui est dans le spectacle, je ne sais plus, c'était avec Gexfour, j'ai pas pu éviter le pire, avec Shakespeare, j'ai pas pu éviter le four, un truc comme ça. Les directeurs de théâtre me doivent beaucoup, car avec moi, ils font des économies de chauffage, d'électricité, puisqu'ils ferment à l'entracte, généralement. Sauf quand je sers les grands auteurs comme... comment s'appelle-t-il, cet Anglais, là, qui meurt tout le temps, je clapote, oui, je clame. Oui. Shakespeare, oui. Non, Shakespeare. William Shakespeare, oui. Avec Shakespeare, j'ai pas pu éviter le four, mais avec Shakespeare, j'ai pas évité le pire. Très bien, Qui est-ce qui a fait la gloire de Sapritch? C'est pas les films, c'est Thierry. C'est Thierry. Il faut dire la vérité. C'était Thierry qui l'a sacralisé star nationale. C'était une icône, hein, Sapritch. Thierry Leluron et Alice Sapritch étaient très amis dans la vie jusqu'à ce que l'imitateur pousse le curseur un peu trop loin selon l'actrice. Et c'est Philippe Bouvard qui tentera avec perversité une réconciliation en direct à la télévision. Amusé, mais cet amusement s'est arrêté jusqu'au moment où il m'a traité de guenon. Il vous a traité de... Ah non. Oui. Alors attention, il ne vous a pas traité de guenon. Vous avez dit que lorsque Alice Sapritch allait au zoo le dimanche, il lui fallait un billet pour entrer et un billet pour sortir. Oui. C'est pas exactement la même chose. Non, mais enfin, disons. Vous voulez vous embrasser publiquement pour dire que la réconciliation est consommée? Et vous croyez que ça va intéresser la France qu'on soit réconcilié? Vous savez, les occasions de rire sont quand même rares. Et je vous ai fait rire une fois de plus, à l'œil.
Voilà. Thierry est arrivé à un tel stade de notoriété que les gens qui étaient imités par Thierry ne savaient pas s'ils devaient être flattés ou contrariés. Moi, je vous jure que c'est vrai, je me souviens de Sapritch qui me dit c'est pas possible, Thierry me tourne en ridicule, tu vois ce que tu me fais dire et tout. Il faut retirer le texte. Il faut retirer le texte. Alors, j'en parle à Thierry, il me dit qu'est-ce qu'elle a la vieille, je lui dis elle veut retirer le texte. Alors on retire le texte à Marigny, je crois. On retire le texte et 4 jours après, je vois Sapritch arriver, mais avec les mêmes dans la loge, la même position. Elle me dit il faut remettre le texte parce que plus personne ne parle de moi. Je pense qu'elle était très intelligente, elle avait raison. Du moment que vous êtes là, ça prouve que vous existez, que vous dérangez, et c'est ça qui est bien. Une histoire d'amour où chaque jour devient pour nous le dernier jour. À l'époque, Mireille Mathieu est l'une des plus grandes stars féminines françaises. Reconnue pour sa voix, elle est parfois moquée par les humoristes qui la soupçonnent de faire du playback lors de ses prestations à la télévision. À l'époque, c'était une tête de Turc formidable. Il faut remettre ça dans le contexte. Elle devait épouser Yves Mourouzi. Vous voyez, des choses totalement improbables. C'était personnage populaire, avec pas beaucoup d'armes pour se défendre, parce qu'il y a quand même, dans ce style, il y a quand même une énorme lâcheté aussi, quand même. Hein. On ne tape souvent que sur les faibles. Mireille Mathieu faisait toujours du playback en télé. Toujours. Donc voilà, tirer la caricature pour ça, c'est normal. Il faut bien un angle de caricature. Une histoire d'amour. Thierry Leluron traduira à sa manière la vision des humoristes de l'époque et poussera l'imitation jusqu'à se grimer à l'identique et à porter une robe en forme de cruche. À son amour. Et quand il a, et quand il a, et quand il a, et quand il a. Il était perfectionniste, parce qu'il me disait, Mimi, je ne sais pas imiter ta voix, mais il voulait quand même faire quelque chose. Alors il avait convoqué ma coiffeuse, qui avait fait une perruque comme une perruque. Puis après il m'a brocardé, mais c'était toujours très drôle. C'est le but du jeu, c'est un jeu, c'est normal. Si on n'a pas d'humour, alors donc, surtout avec Thierry. Bonsoir. C'est vrai que par moments, il y avait un effet loupe, grossissant les caractères, des fois un peu... Bon, Renaud, c'est un bon exemple. Hein. C'est-à-dire qu'on l'idolâtre peut-être plus maintenant qu'il ne l'était à l'époque. Les années 80 sont également marquées par l'émergence d'une nouvelle génération de chanteurs. Parmi eux, Renaud, qui se présente en loupard et affiche une gentille rébellion dans les paroles de ses chansons. Mais Thierry Leluron ne croit pas du tout au caractère rebelle de Renaud et dénonce ce qui s'apparente pour lui à une supercherie. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Ma mère fait pas la plonge, d'ailleurs mon père lui fait son beurre. Vous fiez pas à ma tronche, je sors tout droit de chez les bonnes sœurs. Si je suis jeune, présente un faux voyou, un faux casseur. Ça fait grimper les ventes, mon métier, c'est truqueur. J'ai une Rolls en leasing, 2 apparts, un 3 morts. Pour les droits, Loubard c'est ma combine. Je connais pas la banlieue, alors j'invente un peu. Thierry était très pointilleux sur le texte. Il avait compris ce que ne comprennent pas souvent des imitateurs, même actuellement. Il avait compris que le texte était la chose la plus importante. Il me disait, tu sais, une fois que le public a vu qu'on imite bien machin et machin pendant 3 secondes, c'est fini. Si on n'a rien à dire, on le perd. Les textes, moi j'en reviens au texte de Thierry Leluron, étaient durs. Il frappait fort.
Et il frappait jusqu'à la férocité. Il était cruel. Cruel et méchant, c'est pas pareil. Il était cruel, c'est plus grave. C'est plus grave. Méchant, tout le monde est méchant. Tout le monde dit des vacheries. Mais lui, il était cruel. Quand il aimait pas quelqu'un, il aimait pas quelqu'un. Alors là... Thierry quand même avait un souci de rétablir les vérités. Et de rétablir les vérités et de souligner ou de dénoncer le manque d'authenticité de quelque chose. Dès qu'il y avait quelque chose qui sonnait faux à ses oreilles, là, à ce moment-là, il le mettait en avant. Ce qu'il y a encore ce soir à la télé comme connerie, encore. Nouveauté à partir de 1981 pour Thierry Leluron, toujours dans une progression de sa critique de la société. Au-delà de ses chansons, au-delà des sketchs politiques, il va inventer le personnage de Glandu, français moyen au passé douteux, un peu extrême dans ses positions. Ce personnage va lui permettre de se libérer des imitations et de dire toutes les horreurs possibles. Eh bien, il est propre sur lui, quoi. Hein? Puis c'est un nom bien de chez nous, ça, Doberman. Il l'invente parce qu'il y avait Coluche qui poussait, il y avait Bedos qui poussait. Et puis, vous savez, l'imitateur, le drame de l'imitateur, c'est comme le drame du ventriloque, c'est d'exister par d'autres voix que les siennes. Donc, c'était aussi une façon d'exister en tant que lui-même, quoi. Elle est jolie, la jeunesse. Oui, nous, comme jeunesse, on avait la guerre mondiale. Des restrictions, pas de pinard, rien. On a souffert. Hein. Alors, quand ça a été l'armistice, toute la France a traqué pour fêter la victoire des Américains, oui. Alors, les millions se sont dit, tiens, ça marche, ça a raison produit du pinard, ça a fait de l'excédent. Et puis, depuis la guerre, nous, on picole pour éponger l'excédent, mon pote. On rend service, nous. On est en service. Y a-t-il un socialiste dans la salle? Vous pouvez vous dénoncer, n'ayez pas peur, hein? Oui, un. Ça fait longtemps qu'on n'en avait pas vu autant d'un coup, dites donc, hein? Je me demande ce que fait l'État pour tenter de sauvegarder nos derniers socialistes. Avant de partir, vous viendrez me voir, je vous donnerai l'adresse de Greenpeace qui s'occupe des espèces en voie de disparition. Je sais pas, miteux pourrait songer à faire un parc, une réserve, que les générations à venir aient une trace de l'espèce, un camp. Alors, quand il est à Paris, moi j'habite au 23 rue de Bièvre, lui est au 22, ce qui fait qu'il passe fatalement devant chez moi quand il sort pour aller becter. Et ce qui est curieux, c'est qu'il ne mange jamais la cuisine des restaurants qu'il fréquente. Non, non. Miteux a son chef personnel qui lui fait les menus. Le docteur Dubois, du Val-de-Grâce, qu'il a mis aux carottes Vichy. Un souvenir, sans doute. D'ailleurs, l'autre jour, Miteux a dit à Dubois, écoutez, j'en ai marre, j'aimerais changer de régime. L'autre lui a fait, vous n'êtes pas le seul. On était dans une période où la mode, c'était d'approcher François Mitterrand. Se vanter ceux qui étaient reçus à l'Élysée, ceux qui pouvaient partager le caviar des premiers jours ou des premiers soirs, ceux qui pouvaient être invités à dîner, ceux qui faisaient de la figuration dans le palais élyséen avec François Mitterrand. Et là, d'un coup, un Thierry Leluron leur sort un Adolphe Glandu, le personnage qu'il avait inventé, qui avait la nostalgie de Pétain, qui les mettait côte à côte. Ça faisait des ravages dont les Mitterrandiens souffraient beaucoup. Alors je fais ma prière, la même depuis 4 ans d'ailleurs. Seigneur, faites que le septennat s'achève dans la nuit. Même si les années 80 permettent une liberté d'expression nouvelle dans les médias, la critique du pouvoir en place n'est pas aussi évidente. Et Thierry Leluron va l'expérimenter le soir du 27 février 1982 en faisant sa première critique du nouveau gouvernement en direct à la télévision. Ce soir-là, tout le cinéma français est réuni pour remettre ses récompenses, les Césars. Cette 7e soirée de célébration du cinéma va connaître un coup d'éclat totalement inattendu. À l'époque, c'était la première grande cérémonie officielle en direct à la télé, depuis l'arrivée de la gauche. Et j'avais su qu'il y aurait toute la cour. Ça allait de Jack Lang, Roger Haddin, Madame et tout ça. Enfin, si on se remet il y avait toute la cour. Il y avait 2 rangs de cour, quoi. Je me suis dit, c'est l'occasion de marquer un grand coup.
Thierry Leluron a donc prévu de frapper très fort et personne n'est prévenu de la bombe qu'il va lancer. Bonsoir. Il faut dire que l'humoriste n'a pas répété son texte dans l'après-midi, par précaution. Même moi, j'ai pas tout lu à l'époque. Il s'est gardé des choses un peu secrètes pour frapper fort, quoi. Monsieur le ministre, chers acteurs, chères actrices, chères comédiennes, comédiens, techniciennes, techniciens, réalisatrices, réalisateurs, ma chère belle-sœur, mon cher beau-frère. Ah non, mais moi, je me souviens de la nomenclatura, là, c'est extraordinaire. Ils sont arrivés comme des stars, il y avait tout le monde. Non, un humoriste devait taper dans le tas, c'était obligatoire. Depuis le coup de torchon du 10 mai, j'ai mis les uns et les autres en garde à vue, et croyez-moi, il n'y aura pas de grand pardon, ni pour les aventuriers de l'Arche perdue de l'UDF, ni pour les têtes à claques du RPR, qui prétendent que mes réformes vont coûter 1000 milliards de dollars. Et que nous faisons, comme vous pourriez le dire, chère Carole Bouquet, nous faisons tout rien que pour vos yeux. C'est pas bien méchant. Voilà. Bon, c'est un peu critique, mais il n'y a rien de, voilà, il y a rien de très méchant. Et ça génère des réactions disproportionnées. Disproportionnées. Vous savez, il y avait une chasse aux sorcières terrible à l'époque. On avait chassé Guy Lux, on avait chassé tous les saltimbanques, hein, pour mettre que des gens qui pensent dans le bon sens. Donc Thierry est arrivé là comme un bouffon dans le bon sens du terme. Et c'est peut-être là qu'il a atteint la notoriété d'un Coluche, quoi. À la fin de mon septennat, vous ne serez peut-être plus tout feu, tout flamme, mais croyez-moi, ces réformes, ces changements seront digérés. C'est une péripétie de l'histoire qui dira, un peu plus tard, autant en emporte le vent. Les ministres, qui font des déclarations le lendemain en disant c'est scandaleux, on ne peut pas faire des sketchs comme ça à la télé, en plus devant des ministres. Jacques Lang était furieux, lui. Jacques Lang, le ministre de la Culture, était furieux. Je ne dirais pas que c'est son premier coup de poing contre le pouvoir, mais c'est sa première confrontation à un pouvoir finalement extrêmement censeur. Tout à coup, Thierry a eu des ennuis avec le fisc, comme par hasard. Mais il m'avait dit que ça arriverait. Avec toi, Fabius, les impôts d'hier, tu les as épluchés. Comme à son habitude, Leluron s'inspire d'une chanson pour dire ce qu'il pense. C'est en utilisant la voix de Serge Lama cette fois qu'il affirmera son ras-le-bol des contrôles fiscaux à répétition. J'ai besoin de cœur. Tout écrit, j'ai peur, j'ouvre plus le courrier quand sonne le facteur. Je suis barricadé. Tiens, voilà l'huissier avec le serrurier et le commissaire du quartier. C'est pas pour me demander des photos dédicacées. J'en suis réduit à faire chanter mon père, bientôt ma sœur et puis ma grand-mère. À la une des gazettes, je vais me retrouver à poil et en chaussettes, en toute simplicité. Mais Thierry Leluron va connaître plus que les contrôles fiscaux, ce qu'il va considérer comme une censure. Nous sommes en 1983. L'humoriste est invité au théâtre de Bouvard. L'émission propose aux jeunes comédiens en herbe et à l'invité d'improviser sur un thème. Ce jour-là, la vie quotidienne dans une banque de dépôt. Pourquoi vous n'êtes pas la dame Bibi? Ça, c'est une émission à très grand succès au début des années 80, qui a révélé beaucoup d'humoristes. Donc c'était vraiment l'incarnation de l'émission d'humour. Et effectivement, ça a beaucoup blessé Thierry parce qu'il est allé participer à l'enregistrement de ces émissions. C'était pas en direct. Il arrive en Mitterrand, si je me souviens bien, voilà, avec sa rose à la main. Bonjour, mesdames, c'est mesdames ou mesdemoiselles. En fait, sa rose est une rose jaune. Il la cache dans son dos car il a prévu de la sortir avec sa blague de fin de sketch.
Pendant le tournage, pour la chute de son sketch, Thierry Leluron imitait François Mitterrand qui disait « Je viens déposer le nouvel emblème du plus grand parti de France, les cocus du socialisme. » Celle-ci restera secrète, vous avez une bonne combinaison. Ne vous inquiétez pas, vous avez bien raison de la déposer, parce qu'on aurait pu vous la voler. Oui, je pense qu'après 7 ans d'expérience, je serai enfin prêt pour assumer les charges de l'État. Mais à l'antenne, cette fin est coupée. Et après les applaudissements du public, on ne voit plus que la partenaire de Thierry Leluron avec la rose jaune à la main. L'humoriste, avec sa conclusion cinglante, a tout simplement été coupé au montage. C'est quand même très symbolique de la pression énorme qui était mise sur les producteurs animateurs de l'époque, des émissions, pour que ce type de prestation soit censuré. Parce que c'est pas le genre de Philippe Bouvard. De censure venant de l'extérieur, je n'y crois pas trop. D'instruction de l'Élysée, je n'y crois pas trop. Mais donc, que des gens qui étaient des partisans de François Mitterrand aient voulu limiter les attaques contre lui d'une manière ou d'une autre, ça me paraît vraisemblable. Mais il y a toujours des imbéciles zélés dans les allées du pouvoir et qui ne représentent pas forcément les chefs, qui sont plus tolérants, parfois obligés d'être tolérants, que leurs serviteurs. Je suis sûre que vous le connaissez. Quelques temps plus tard, c'est ce sketch sur une chanson de Chantal Goya qui subira les ciseaux de la censure. Il aurait dû être diffusé dans l'émission Horoscope 85 de Patrick Sabatier le 31 décembre 1984, un soir de vœux présidentiels. Deux mois plus tard, le 22 février 1985, Guy Bedos, invité dans l'émission de Patrick Sabatier, Le jeu de la vérité, poussera l'animateur à s'expliquer sur la censure subie par Thierry Leluron à l'époque. En fait, pourquoi vous avez censuré Thierry Leluron? Tiens, puisqu'on joue. Alors, je vais vous expliquer, je peux vous répondre. Nous avons enregistré une émission le 31 décembre, enfin avant le 31 décembre, qui s'appelle Horoscope 85. Et je vais tout vous dire, et je suis d'autant plus fier de vous le dire que le président nous regarde. Le président de la République, M. Mitterrand, passait à 20h sur l'antenne de TF1. Et dans le sketch de Thierry Leluron, qui passait à 20h30 en début de notre programme, on aurait pu penser qu'il y avait une critique un peu trop acerbe de ce qui s'était dit une demi-heure plus tôt. Et la direction des programmes de TF1, avec notre accord, a demandé à ce qu'on enlève le sketch et à ce qu'on le mette dans une autre émission. Voilà. Bon, mais je pense que... Je ne sais pas si ça se produisait avant 81, mais ça s'est produit là. Oui, mais oui. Mais c'est pas Mitterrand qui a demandé à ce qu'on coupe. Non, malheureusement, personnellement. Je ne le connais pas personnellement, je ne peux pas vous le dire. Mais, Moi, et vous ne saviez pas quel sketch Leluron allait faire parce que... Ah si, c'est Bécassine, ma cousine, ou Madame Mitterrand et Bécassine. Sa réaction, c'est de se dire, voilà, donc puisque en télé, ce que je fais lorsque c'est enregistré est coupé au montage, maintenant, je n'accepterai que les directs. Et non seulement j'accepterai que les directs, mais quand on va me demander de répéter, je ne répéterai pas les paroles que je ferai en direct. Et c'est donc en direct que Thierry Leluron a prévu son prochain grand coup d'éclat à la télévision. Pour répondre au gouvernement de François Mitterrand, il choisit une chanson emblématique de Gilbert Bécaud, un incontournable de la chanson française. Qu'elle a laissé tomber pour courir vers d'autres lunes, pour courir d'autres fortunes. L'important, c'est la rose, l'important. Avant son arrivée sur le plateau de Michel Drucker, où il a prévu sa parodie, il prend donc toutes les précautions nécessaires pour ne pas se faire prendre. Dans la voiture,
Je me souviens, on était parti de chez lui pour répéter la chanson 2 ou 3 fois avant d'y aller. Et dans la voiture, il me dit pour essayer ton piano, Richard, tu ne joues pas L'emmerdant, c'est la rose. Cette chanson commence à être connue parce qu'on la joue au théâtre du gymnase. Mais je ne veux pas. J'ai dit à Michel que j'imiterais Dalida ou Iglesias ou Guy Béard, ou enfin des gens qu'il imitait à l'époque. On peut penser que toute la chanson française sera représentée, Gilbert Bécaud en tête peut-être. Il y aura Gilbert Bécaud, justement, ça c'est une surprise. J'ai répété avec des lalala tout à l'heure. Oui, on s'attend au pire. C'est Guy Lux qui va le présenter. C'est la façon la plus simple de faire les choses. Quand on est en direct, ne croyez pas qu'on va balancer un peu avant à la répétition ce qu'on va dire. On garde ça pour le direct. À mon avis, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que sinon... on sait qu'on va pas être coupé, alors de toute manière, le direct, c'est le direct. Bah oui, évidemment. Si j'avais fait ça à Drucker, L'emmerdant, c'est la rose, il aurait peut-être parlementé, Drucker, quand même. Avec les chœurs de Champs-Élysées, au pavillon Gabriel, à toi, Anti-Gilbert, extraordinaire, il faut bien dire. Moi, le 10 mai, il y a 3 ans, fut un jour extraordinaire, a bien marqué d'une pierre. Oui, vraiment, l'Élysée prit pour 7 ans un drôle de locataire, un socialiste exemplaire, itérant. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant. C'est quoi? C'est la rose, l'emmerde. Chante la rose, crois-moi. Ouais. Dans une émission populaire à 20h30, quelqu'un qui osait défier comme ça l'État, enfin le gouvernement et en particulier le président de la République, je trouvais ça extrêmement gonflé. C'était mine de rien, un grand provocateur. Et mine de rien, c'est-à-dire toujours avec le sourire, toujours nickel, toujours sapé impeccable, toujours propre sur lui. Mais ce qui va choquer le plus, c'est que pendant la chanson, Thierry Leluron s'adresse directement au président de l'époque en le regardant dans les yeux via la caméra. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la télévision. Je dédie au président cette chanson, ce poème en forme de requiem pour s'éteindre. Je ne pensais pas que Thierry aurait le culot de le faire en télé. Mais ça, c'était tout le culot de Thierry. C'est en ça qu'il était agréable de travailler avec lui. Et de le faire en télé, en plus, un jour où M. Mauroy, Premier ministre, maire de Lille, invite des socialistes par autocar chez Michel Drucker, quoi. C'est ça qui est marrant. Et la salle reprend en chœur. Et à la fin de la chanson, c'est tout le studio qui chante L'emmerdant, c'est la rose. L'emmerdant, c'est la rose, l'emmerdant, c'est la rose. Eh ben tout le monde est d'accord, c'est la rose. Crois-moi, ouais, encore une fois, l'emmerdant, c'est la rose. Salut, merci, à bientôt. Je suis dans les loges. Puis j'ai vu arriver Drucker décomposé qui m'a dit « Jacques, c'est fini, je suis foutu à la porte de la télévision. » Merci Thierry. Merci beaucoup Thierry. Oui, c'est ça. À samedi peut-être. On a eu un tout petit problème technique. Je dis qu'est-ce qui va se passer? Mitterrand ne dit rien. Le lendemain, moi j'étais à Europe 1 à l'époque déjà. Et un dimanche soir, à la fin du Club de la Presse, je vois Pierre Bérégovoy, ministre de l'époque, qui me prend à part. Et qui me dit, Michel Drucker, écoutez, ça ne vous ressemble pas. Vous qui êtes un homme consensuel, bienveillant, fédérateur, qui aime l'harmonie. J'ai vu Champs-Élysées hier soir, vous avez fait saigner le cœur de beaucoup de socialistes. Conséquence directe du coup d'éclat, son producteur est convoqué au ministère de la Culture avec le directeur du théâtre où passe Leluron à ce moment-là. On lui demande alors de respecter son autorisation de produire des pièces de théâtre et non un spectacle comique. Et donc je dis à ce directeur du théâtre, donc si je comprends bien, en sortant d'ici, j'appelle Thierry Leluron, je lui dis qu'on convoque une conférence de presse pour dire que le ministère de la Culture souhaite que son spectacle s'arrête et qu'une pièce de théâtre prenne sa place. À moins que vous vouliez prendre un temps de réflexion.
Il me dit, écoutez, oui, je vous recontacte. Voilà. Et on est sorti de là, il ne nous a jamais recontacté, et le spectacle a duré. Mais il y a eu une vraie tentative de censure du spectacle de Thierry, où ils auraient pu faire ça dans tous les théâtres de Paris. Hein. Ce Laurent Fabius, quand même, avouez que c'est une tête d'œuf, le type. Hein, c'est un crack. Premier ministre à 39 ans, faut le faire. C'est une tête d'œuf, c'est ça. D'ailleurs, il devait même pas faire de politique au départ, Fafa. Pas du tout, non, non. Il devait être cadre chez Lustucru. Seulement, comme vous le savez, chez Lustucru, ils prennent pas les œufs fêlés. Alors on l'a pas gardé. Puis Cette tentative d'intimidation va piquer Thierry Leluron au vif et le pousser à tirer des flèches encore plus violentes. Et sa prochaine tête de Turc va être Laurent Fabius. En 1984, il assène sa critique sûrement la plus dure de toute sa carrière contre le plus jeune Premier ministre de la Ve République. Il était le dauphin naturel, en tout cas présenté comme tel, de François Mitterrand. Donc c'est vrai qu'il cherchait à incarner la modernité et aussi la qualité. Ce grand bourgeois, fils de milliardaire, qui jouait à l'époque les gens humbles avec les chaussons pour faire ses courses. Et écoutant la chanson de Brel chez ces gens-là, je me suis dit, mais ça correspond totalement. Qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec ce petit auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui n'a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur. On ne vit pas. On triche. Dans sa parodie, Thierry Leluron va d'abord dénoncer une mesure prise par Laurent Fabius, dont le père est un grand marchand d'antiquités. Il avait fait une réforme qui consistait à faire une modification de la fiscalité sur les œuvres d'art, sauf les antiquités. Et puis évidemment, l'argument terrible de Thierry, c'était, oui, il n'allait pas se déshériter. D'abord, il y avait le père qui était antiquaire dans une belle artère qui vendait des latours, monsieur, puis des meubles signés à des privilégiés que son fils avait pas ruinés. Ou du moins, pas encore. Qu'était fier comme artaban de la carrière de Laurent, qui est le plus diplômé des stars de la télé, qui cause le mercredi de nos emmerdements avec Monsieur Lanzy dans le rôle du clown blanc. Les gens étaient agacés. Il faut se souvenir de l'époque, ils étaient agacés par Fabius qui allait en chaussons chercher des croissants alors qu'il habitait 600 mètres carrés au Panthéon, par Fabius rentrant en 2 chevaux à l'Élysée. Enfin, vous voyez, ils avaient chargé gros la mule quand même. Hein. Et puis, il y a la Françoise qui ne fait pas de façon, non, qui vient à Matignon dans sa vieille Charleston, mais crèche au Panthéon, se fournit chez Fauchon, une fille à pognon, une enfant de la haute, qui vit mal dans sa peau d'être riche, et socialo, qui se veut près du prolo, avec sa petite auto, avec ses petits marmots, avec son petit lolo, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les pauvres quand on est plein de sous. Elle relève du même ressort que sa parodie de Renaud quelques années plus tôt. C'est-à-dire c'est cette critique de la gauche fortunée. Non pas, la critique n'est pas qu'elle soit fortunée, mais qu'elle veuille paraître pauvre, démunie ou proche des pauvres. Voilà, il trouvait ça profondément ridicule.
non authentique et que ça méritait une critique assez acerbe. Alors la réaction de Fabius, qui est un personnage intelligent, elle est bien sûr détournée parce qu'il va réagir par une critique plus générale en disant que Thierry franchissait la ligne rouge dans sa critique notamment de Mitterrand. Donc ça va être une critique plus détournée pour pas paraître réagir à sa caricature. Cela dit, voilà, je le comprends parce que la chanson était violente. Autant Le Pen, attention danger, je trouve ça, il n'y a rien à dire, c'est justifié. Autant là, je pense qu'ils se sont laissés un peu emporter par la plume. L'émergence du Front National, c'est sans doute l'un des phénomènes politiques les plus troublants de ces derniers mois. Un phénomène apparu d'abord à l'occasion d'élections locales. L'insécurité, la France et les Français d'abord, c'est brusquement en 82 que le filon devient payant. Plus de 11% municipal dans le 20e à Paris. À la même époque, Thierry Leluron est préoccupé par l'émergence d'une nouvelle force politique en France, le Front National, et son leader charismatique, Jean-Marie Le Pen. De travail ou dans les bistrots disant ouais ça ne marche pas. Cette fois, il va emprunter à Serge Lama l'une de ses chansons intitulée Souvenir, attention, danger. J'ai trouvé dans un cahier bleu d'écolier un vieux poème à l'encre un peu délavé, des mots d'amour couleur d'enfance et soudain un prénom qui ne me dit rien. Petite fille aux yeux si purs, mon amour, tablier rouge sur l'azur des beaux jours, le drapeau rouge sur la plage élevé, souvenir, attention, danger. Là-bas, Marie-Louise coupe le bois, là-bas, la résine embaume les toits, là-bas, le ciel est gris mais il fait beau. Quand même. Le Pen, on ne savait même pas qui c'était, quoi. Bon, c'est un gars, on savait bien qu'il n'était pas de gauche, quoi, mais c'était pas un vagin. Mais lui, justement, avec les textes, encore j'imagine peut-être de ma vie, il a vraiment appuyé fortement avec le doigt. C'est-à-dire qu'à un point tel qu'on pouvait voir ses empreintes. Gros menhir, aux cheveux blonds comme les blés, entouré par des légions de crânes rasés. Je ne veux pas de ta nation, milicer, souvenir, attention, danger. Le Pen et les hommes sont égaux pour moi. Le Pen, ils ont un même cœur qui bat. Le Pen, le même sang coule dans leur veine. Le Pen, Mohamed, Amin ou Alain. Le Pen, je ne vois là que des êtres humains, Le Pen, qui seront les Français de demain. Là, c'est vraiment l'acte politique. C'était les premières montées de lait du Front National. Alors là, oui, là, je dis la parodie, vos sketchs ou vos discours ou éditos. Là, oui. Et Jean-Marie Le Pen a très mal pris, évidemment, Thierry Leluron. Ça, c'était... il était absolument foudrage. Quand je suis passé chez Drucker à Champs-Élysées, j'ai imité Jean-Marie Le Pen sur Souvenir, attention, danger, en imitant Serge Lama. Vous avez quelques problèmes, là. Là, il me réclame 30 millions de dommages et intérêts. Alors là, on a eu le droit au procès, mais là, ça plaisantait pas, parce que M. Le Pen ne plaisante pas. Là, on a eu le droit au procès. On a eu des réactions même dans le public, qui devait voter donc à l'époque Front National, et donc il y a des réactions de colère qui se déclenchaient quelquefois dans le public. On a eu le droit le soir à des gens du Front National, qui étaient des purs et durs, venant hurler pendant la chanson, interrompre la chanson. Oui, là, c'était du sérieux. Tes propos attrapeux, gogo, font fureur. Lorsque tu traites de salauds tous les beurs, faut dire que pour rafler le plein de tes voix, tu as sorti la grosse Bertha. À Santiago comme à Moscou, les extrêmes ne survivent que par les coups qu'ils assènent. Je ne veux pas de ta nation barbelé, souvenir, attention, danger. Le Pen remet l'uniforme au placard. Le Pen,
la mode n'est plus aux chemises noires. Le père Vichy est une vieille histoire. Le père, il y a autour de toi des fantômes. Il l'a toujours chanté, tous les soirs, et il n'a jamais retiré un mot, et tous les soirs, il est allé jusqu'au bout de la chanson. C'était ça, le lion. La proportionnelle bientôt légalisée fera de toi l'arbitre de l'Assemblée. À ça, François Mitterrand n'est pas étranger. Souvenir, attention, danger. Il était visionnaire. C'est un génie, je vous dis, c'est un génie. Bien sûr que ça fait drôle de dire qu'un amuseur est un génie. Les gens, ils se figurent toujours qu'il n'y a que Schopenhauer et les autres, ou Nietzsche, qui sont des génies, mais il y a des génies de l'instant, des vies qui sont des vies de génie. Et il a une vie de génie. D'ailleurs, on le voit, on a qu'à le regarder. Vous savez, on passe des images de Thierry, et puis elles disent tout, les images. Ça, c'est une chanson qui a pour titre Le temps de la rengaine. Nous avons cherché qui pouvait la chanter et nous sommes tombés d'accord, à l'unanimité, sur Thierry Leluron, qui arrive à la chanter. Thierry Leluron continue à imiter les stars comme son ami Serge Lama. Il se sait déjà très malade, mais sa grande amitié avec le chanteur fait qu'il accepte de venir faire un pot-pourri des stars de l'époque pour lui. Ce sera sa dernière émission à la télévision. J'étais presque un enfant de la balle. Je faisais partout le bonheur des récréations. Dalida, un jour, papa a vendu de la margarine pour que maman puisse chanter dans sa cuisine. C'était un temps très dur, c'était dur à l'époque, Serge. Maintenant, ça l'est plus du tout. Que ce temps-là, j'en ai les larmes aux deux yeux quand je pense à tout ça. Julien Clerc, c'était le temps béni de la rondelle. C'était le temps où les chanteurs avaient la voix. Je ne pensais pas qu'il viendrait. Que j'avais demandé Thierry, parce que j'avais l'habitude de demander Thierry, et il est venu, et ça a été la seule émission qu'il a faite, et je savais qu'il allait retrouver de nouveau sa solitude. C'était quelqu'un de très classe, quoi, de très digne. Quand les poissons auront des ailes, peut-être bien qu'un jour, lorsque les poules, maman, auront des dents, papa viendra te chanter des chansons nouvelles. Certains soirs, maman, j'en ai le cœur gros quand je les entends. Il était très fatigué, son visage, on disait rien à l'époque, on ne voulait pas l'attrister. On essayait de le faire rire, on essayait de l'emmener. Il était très discret et très pudique sur lui-même. Viens me chanter, oui, toutes tes chansons nouvelles. Épuisé, fatigué, mais par contre, en spectacle, intact. C'était le temps béni de la rengaine. C'était le temps où les chanteurs avaient de la voix. Tous les charmeurs chantaient la Tosca ou Carmen. Mais faire de la musique en ce temps, faire de la musique en ce temps, faire de la musique en ce temps-là. Même affaibli, Thierry n'a jamais oublié ce qui l'a toujours animé. Déranger, bousculer et dénoncer ce qui lui semble faux et toujours à faire plus fort pour se démarquer. C'est le cas du dernier coup de sa carrière, quelques mois auparavant. Il savait qu'il fallait à chaque fois, quand on était en haut, il faut toujours monter une marche de plus. Il n'y avait rien qui l'arrêtait, comme cette histoire du mariage d'Yves Mourouzi. Bonsoir, Monsieur le Président de la République. Merci d'avoir accepté l'invitation de TF1. Et Thierry Leluron trouve sa nouvelle cible en la personne d'Yves Mourouzi, une personnalité très importante de la télévision à l'époque, pour frapper toujours plus fort et peut-être un peu trop cette fois-ci. Mourouzi, à l'époque, c'était le Jean-Pierre Pernaut de l'époque, puisqu'il présentait le journal de 13h de TF1, mais avec une dimension supplémentaire qui était qu'il était vraiment l'incarnation
de ce qui était branché, de la branchitude. Ils sont sur notre plateau, ils étaient, vous avez vu, hein? Regardez, ça bouge à la télé, hein? Comme dirait Monsieur Bouygues qui veut qu'il y ait toujours de la bonne humeur. Voilà. Ah tiens, à propos de Bouygues, bonjour Monsieur Bouygues. Alors... Il était très introduit dans le tout Paris, très introduit dans le monde politique, donc c'était aussi un homme d'influence considérable. Yves et Véronique Mourouzi se sont donc unis pour le meilleur et pour le pire, selon l'expression consacrée. Et le 28 septembre 1985, c'est l'événement People de l'année à Nîmes. Stars de cinéma, hommes de médias sont invités au mariage du présentateur le plus médiatique de son temps. Une corrida dans les arènes. Et c'est en s'alliant à Coluche que Thierry Leluron va frapper fort en organisant un faux mariage totalement surréaliste. Thierry Leluron, acceptes-tu de respecter le code dont tu viens d'avoir lecture? Oui. Coluche, acceptes-tu le même code? Oui, 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 oui. Comme Coluche et Leluron ne faisaient jamais les choses à moitié, tous leurs amis stars et la presse sont convoqués pour en faire un événement plus fort que celui de Mourouzi. Et les Parisiens suivent en masse ce carnaval improvisé. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire, ce mariage dans les rues de Paris. Coluche était absolument, mais à pisser de rire. C'était énorme, ce mariage avec Eddie Barclay comme témoin. Et Carlos qui était habillé en bébé. Et ils ont défilé dans tout Montmartre. Vas-y ma poule. Ça fait aussi ça fait un tabac. Mais là, franchement, Coluche et lui, c'était les deux piliers de l'époque. Coluche et Thierry Leluron se moquent de deux choses. La médiatisation d'un mariage grandiose, mais aussi le fait que Mourouzi n'assume pas sa sexualité multiple. Ça les amusait beaucoup, parce qu'on savait que Mourouzi, on peut le dire maintenant, c'est un secret que personne n'aimait pas que les femmes. Donc c'était un règlement de compte entre eux. Notre mariage est bidon. Nous n'avons pas peur de le dire, nous. C'est oublier un peu vite que Thierry ne veut pas révéler non plus son homosexualité. Mais derrière la farce, d'autres raisons ont conduit les deux piliers de l'époque à monter cette grande mascarade. Malheureusement, on est à une période où Thierry il est vraiment au sommet, plus des salles de 5000 places. Et où Coluche, lui, c'est l'inverse. Il est tout à fait en traversée du désert et tentant un retour scénique. Et donc il saute sur cette idée. Et avant même que Thierry ait eu le temps de dire ouf, de confirmer qu'il était d'accord pour le faire, il convoque la presse, machin, et ils mettent en place ce mariage. Je pense qu'il y avait une envie de Thierry de s'adresser au public de Coluche. Thierry, toute sa carrière, fin de carrière, alors qu'il avait un succès fou, ne rêvait que d'une chose, c'est d'avoir le public de Coluche. Parce que c'était un public plus jeune d'abord, plus à gauche, plus intellectuel entre guillemets. Je pense que Thierry était très énervé de voir dans les vestiaires du théâtre des visons, quoi. Il y avait une belle complicité entre les deux, parce que quelque part, ils étaient aussi populaires l'un que l'autre, mais totalement différents sur des disciplines complètement à l'opposé. C'est vrai, un côté populaire chez Coluche, alors que Thierry était plus sophistiqué, qu'il avait un côté plus bourgeois. Et tout d'un coup, il y avait un moyen de se retrouver ensemble dans une espèce de critique de la société, parce qu'en fait, ils faisaient le même métier quand même. Cette critique de la société grâce au rire, comme l'a fait tout au long de sa carrière Thierry Leluron, a peut-être fait bouger les mœurs à sa manière, 30 ans avant la promulgation en France du mariage pour tous. Ça remue dans le bon sens des choses que n'importe quel blabla politique. On essaye de faire avancer les choses, très bien. Mais là, j'ai le sentiment que ça a fait vraiment bouger les choses. On a vu deux personnages extraordinairement provocateurs et libres et drôles. Ils ont tout ramassé quand même tous les deux, et pour rien, puisqu'ils ont disparu tous les deux quelques mois plus tard. C'est incroyable, ça.
Ça, c'est vraiment quelque chose que je ne m'explique pas. Vengeance du ciel, je sais pas, mais ils sont partis tous les deux, presque à quelques mois d'intervalle, l'année du mariage. Vous vous rendez compte? Nous nous reverrons un jour ou l'autre, si vous y tenez autant que moi. Prenons rendez-vous un jour, n'importe où. Je promets que j'y serai sans faute, à Noël comme à la Pentecôte. J'ai peut-être pensé qu'après lui, ça n'existerait plus jamais ça. Je me disais, il y a quelque chose qui est fini, qui s'arrête, et c'est quand même pas tout à fait faux. Plus on est de fous, plus on rit de tout. C'est quelqu'un qui a révolutionné complètement la critique, la caricature, lui a donné ses lettres de noblesse, une modernité qu'il n'y avait pas avant. C'est un enfant terrible. Il avait envie de savoir jusqu'où il pouvait aller trop loin. Je pense que c'était ça. Ça l'amusait, ça l'éclatait. Puis qu'est-ce qu'il a bien fait? Il était très doué, Thierry. Il pouvait faire rire les gens avec tout d'un coup passe un politique, toc, il sait quoi dire dessus. C'est quelqu'un qui savait prendre au passage, c'est quelqu'un qui allait vite, vous voyez. Il était en avance sur tout. Il arrivait en scène et on voyait que lui. Je ne vois pas qui peut l'égaler à ce moment-là. Personne, personne, personne. Surtout quand on peut l'aider. Un des plus grands surdoués que j'ai rencontré. Sa carrière ne faisait que commencer quand il est parti. Il allait nous prouver tellement de choses. Nous nous reverrons un jour ou l'autre. Une page qui s'est tournée. De toute façon, tout, quand ces monuments, quelle que soit leur discipline, s'en vont, c'est toujours une page qui se tourne. L'essentiel, que cette page-là, que ce livre ne reste pas fermé. Il faut savoir garder d'autres pages qui s'ouvrent et qui écrivent l'histoire. Je suis bien placé pour le savoir. Le hasard souvent fait bien les choses. Surtout quand on peut l'aider un peu.